Quand on parle de ces émotions, à ses proches notamment, c'est pour ça que les enfants, mon travail principal, c'est la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement. Et on sait que 6,9% des enfants parlent de ce qu'ils vivent. C'est ce qui m'a amené à m'interroger d'ailleurs au problème de l'hyperparentalité, parce qu'on se demandait pourquoi les enfants se taisent, notamment ceux qui se suicident. Ceux qui se suicident ne le disent pas. Et moi, j'ai toujours cette lettre d'une jeune fille qui disait, voilà, papa et maman, excusez-moi, je vous ai rien dit parce que je voulais pas vous faire de peine. Elle se suicide, elle les met dans un désespoir absolu, mais paradoxalement, c'est pour éviter de dire qu'ils ne vont pas bien. Vous savez, la question qu'un papa et une maman posent quand un enfant revient de l'école, c'est « ça a été ?» Ça a été. C'est même pas raconte-moi ta journée. C'est est-ce que ça a été? Parce qu'on attend et on profile l'idée que si possible, ça doit être oui. Et donc le principe, j'ai toujours en tête ce petit garçon qui me disait qu'il vivait un harcèlement hors norme. Sa maman venait le chercher et lui posait cette question de cette façon-là et il répondait comme d'hab. Et en fait, il me dit c'était l'enfer comme d'hab. Mais je ne disais pas c'est l'enfer comme ça, je mentais pas en disant comme d'hab et en même temps je la préservais. Tout ça pour vous dire que les enfants parlent très difficilement de leurs émotions à leurs parents et on en parle très peu de manière générale à nos proches parce que nos proches ne sont pas bien placés pour entendre nos émotions. Imaginez une scène dans laquelle vous dites que vous êtes triste à votre meilleure amie. Dans les 2 minutes, elle aura commencé à vous dire que vous n'avez pas à être aussi triste que ça. Parce que ce que vous trouvez grave n'est en réalité pas aussi grave que ça, et elle va essayer de vous rassurer sur ce plan-là, et elle va vous dire que vous avez plein de raisons d'être heureuse. C'est tout à fait normal. Comme elle est proche, elle craint la contagion émotionnelle. Quand votre enfant vous parle de ce qu'il vit comme tristesse, votre premier réflexe, c'est d'essayer de le consoler en atténuant son droit à la tristesse et en le contrebalançant avec toutes les raisons qu'il aurait d'être heureux. S'il va voir un professionnel, si vous allez voir un professionnel, il va vous dire vous êtes triste, vous avez bien raison d'être triste parce que vous avez vos raisons d'être triste. Et donc on ne va contenir l'émotion. C'est comme ça qu'on est le plus efficace par rapport aux émotions, mais ce n'est pas accessible aux proches, sauf si on réserve des endroits précis, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, dans lesquels on va mettre en place des règles particulières. Et la règle, c'est une émotion se dit, ne se contredit pas. Deuxième règle, il faut donner des bâtons de parole et on n'interrompt pas celui qui parle. Parce que c'est ce qu'on fait systématiquement quand on est face à un de nos proches. Il commence à expliquer son émotion. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne, une émotion dans la tête d'une personne. C'est comme si vous aviez 3 guichets. Un premier guichet, il vous demande « Qu'est-ce que tu ressens ?» Et il vous laisse choisir entre les 5 émotions. Ayez des émoticônes, parce que ce que vous dites, d'ailleurs, montre que vous allez beaucoup plus vite parler de vos états d'âme que de vos émotions. Parler des émotions, c'est facile. Mais chez un être humain, comme il a un cortex, il transforme ses émotions en états d'âme. Et ces états d'âme, quand elles s'installent dans la durée, elles deviennent des sentiments. Maman est désespérée, ça c'est inaudible pour un enfant, parce que un état d'âme suppose une réflexion, un sentiment suppose une prise en charge, une émotion permet une réaction. C'est pour ça que je vous parle d'échange d'émotions avec des émoticônes physiques, joie, tristesse, colère, peur, dégoût. On prend un émoticône et on fait fonctionner ce premier guichet qui dit « Qu'est-ce que tu ressens ?» Uniquement parmi ces émotions, on choisit celles qui correspondent à notre état émotionnel. Le deuxième guichet, il va vous demander « Pourquoi est-ce que tu es triste ? Pourquoi est-ce que tu as peur ou pourquoi est-ce que tu es en colère ?» Et il va vous laisser vous expliquer sans vous interrompre. C'est pour ça qu'on prend un bâton de parole, parce qu'évidemment, quand un enfant explique son émotion, la réaction naturelle de ses parents, c'est de l'interrompre, parce qu'on sait sinon on va être débordé par l'émotion. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, je vous suggère, après cette conférence, de taper Keaton, harcèlement. Vous allez voir un petit garçon américain qui explique le harcèlement qu'il vit. Sa maman le filme, sans l'interrompre. D'ailleurs, la maman est très critiquée parce qu'on dit « mais comment une mère peut être comme ça ?» En fait, elle est très, très, très pertinente dans ce qu'elle fait. Elle provoque une réaction émotionnelle chez tous ceux qui vont voir son enfant expliquer ce qu'il est en train de vivre. Essayez de voir ce petit vidéo, ça dure 6 minutes. Je vous promets que vous aurez les larmes aux yeux, comme des centaines de milliers de personnes, voire des millions, comme Snoop Dogg, Rihanna, des tas de vedettes qui ont écrit à cet enfant. Parce que quand on laisse fonctionner, et donc vous mettez votre famille en cercle,
Chacun prend des émoticônes, papa, maman, les enfants. On donne le bâton de parole à celui qui est triste, à celui qui a une émotion négative, et on dit personne ne peut l'interrompre. On va le laisser expliquer. Deuxième guichet, pourquoi tu es triste, pourquoi tu as peur, pourquoi tu es en colère. Et on va faire fonctionner après le troisième guichet, qui va demander, lui, pourquoi. C'est-à-dire, quel mouvement tu attends derrière l'émotion. Et là, on va demander à tout le monde, et voilà, il est triste, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit moins triste? Je vais prendre votre cas de figure. Imaginez, vous êtes confronté à une tristesse importante, parce que vous avez perdu quelqu'un. C'est très bien de pouvoir le dire à votre enfant. Et vous avez raison, pas le contaminer tout le temps, mais s'il a entendu dans l'espace de parole, maman est triste parce qu'elle a perdu quelqu'un qu'elle aimait énormément et auquel elle tenait, qu'est-ce qu'on peut faire pour? Vous allez voir que cette émotion va être gérée par le groupe et que vous n'allez pas devoir revenir en permanence avec. Ce qui fait qu'on revient en permanence avec nos émotions, eh bien, c'est qu'elles nous contaminent. Si maintenant vous dites maman est en plus désespérée, cette émotion-là, elle doit être prise en charge en dehors de la famille parce que c'est un sentiment qui contamine votre vision du monde. C'est assez facile à comprendre, hein, ce mélange émotion, état d'âme, sentiment. Vous pouvez le comprendre avec les attentats terroristes, par exemple. On a connu la même chose en Belgique et en France. Et on a vu apparaître des t-shirts absolument idiots, même pas peur. Si des bombes explosent dans votre environnement, évidemment vous avez peur, sinon c'est que vous n'êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ni humain, ni même pas vivant. Un t-shirt qui aurait dit « même pas inquiet » aurait supposé que vous n'avez pas de cortex, parce que vous n'êtes pas en mesure de vous interroger dans un monde dans lequel des bombes peuvent exploser partout. Par contre, j'aurais voulu des t-shirts qui disent « même pas terrorisé ». La terreur est un sentiment qui me rend le monde impossible à vivre parce que, effectivement, je vis un sentiment durable qui fait que je perçois ce monde comme absolument invivable. Les terroristes ne s'y trompent pas. Ils ne visaient pas à faire peur, évidemment. Ils ne visaient pas à inquiéter. Ils visent à bloquer un système social par la terreur. Et donc, faites la part des choses dans ce que vous dites, plutôt que vous dire « j'ai le droit à mon émotion tel laps de temps ». Suis-je dans une émotion? Suis-je dans un état d'âme? Ou suis-je dans un sentiment? Et n'encombrez pas, effectivement, et ça c'est de bonne grâce, votre famille avec des sentiments lourds à porter, parce qu'ils doivent être pris en charge en dehors de la famille pour permettre... Et vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai des familles qui viennent avec un enfant, un adolescent en difficulté, je ne vais même pas dire en souffrance, et je garde le papa ou la maman parce qu'il a ce type de difficulté importante, et le soulagement de l'enfant qui entend, on va prendre en charge la terreur, on va prendre en charge la dépression, on va prendre en charge le désespoir de maman, parce qu'il n'est pas vivable dans la famille. Donc posez-vous votre question plutôt en termes d'intensité d'état affectif et de nature de l'état affectif, plutôt que durée. Une émotion par nature ne dure pas. Donc quand vous me dites la tristesse, je ne peux pas trop longtemps, vous avez perçu que ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était peut-être un état d'âme, là il faut en discuter avec d'autres, ou peut-être un sentiment, là il faut accepter une prise en charge en dehors de la famille.